Coucou les copains, si je vous dis Studio Trigger, qu'est-ce que vous me répondez? Kill la kill. Oui, sur le fond c'est pas faux. Je dirais même que c'est une bonne réponse. Le studio Trigger est un studio d'animation vachement sympa, fondé en 2011 par quelques anciens de Gainax comme Masahiko Otsuka ou Hiroyuki Imaishi. L'anecdote est ultra connue, mais en bref, même s'ils étaient très libres dans leur mouvement chez Gainax, ils ont décidé de poser leurs gonades sur la table et de partir saisir une liberté absolue. Et qu'importe que des ambitions trop ardentes ne tombent en cendres, au moins le voyage aurait été intéressant. Mais le sujet chez moi c'est presque ça en fait. Pour avoir un animé du studio Trigger, il faut prendre un animé produit par le studio Trigger. Habile. Je réexplique. On peut trouver des animés du studio Trigger antérieurs à sa création, alors que le staff bossait chez Gainax. Et dans le fond, ce qui importe vraiment, c'est bien le staff ou le logo qui va figurer sur la boîte du DVD? Je reviendrai là-dessus éventuellement, mais je m'égare. Là, tout de suite, on va parler de Gurren Lagann. Tengen Toppa Gurren Lagann est un animé de 2007, réalisé par Hiroyuki Imaishi, scénarisé par Kazuki Nakashima, et dont le chara-design a été réalisé par Atsushi Nishigori. Pas besoin de vous faire un dessin, c'est Trigger avant l'heure, dans la mesure où une grande partie du staff a foutu le camp pour saisir la convoitée liberté. La série en elle-même peut être qualifiée d'épique, dans des proportions épiques. Il y a des gros robots, des jolies filles, de jolies explosions et plus encore en 26 épisodes. L'animation a été dirigée par Yo Yoshinari. Un animateur pour lequel j'ai un respect tout à fait immense depuis Medabots, qui est un dessin animé Pokémon mais vachement mieux parce qu'il y a des robots. L'animation de Yo Yoshinari est sans doute celle qui caractérise le mieux le studio Trigger. Vive, expressive et pleine d'influence dans tous les sens. On le connaît principalement pour son travail sur Evangelion, entre autres sur les plans que vous voyez là, ici, là. Mais sa carrière ne se résume pas qu'à ça. Ces dernières années, il a bossé sur une licence dont on va parler un petit peu plus loin. Et c'est y part pour notre premier animé, qui sera Kill la Kill. Et oui, petit otaku suffisant du fond de la salle. Je sais déjà que l'anime premier de Trigger, c'était l'épisode 17 d'Idol Master. Mais très sincèrement, les idols, ça m'emmerde. Kill la Kill donc, c'est un animé japonais de 2013, avec Imaishi à la prod, Nakashima au script, et pour aller plus vite, un staff extrêmement proche de celui de Gurren Lagann. C'est un animé encore une fois dantesque, dans des proportions à peu près pareilles, qui a cette fois-ci la spécificité, et c'est incroyable, d'incorporer des poncifs chiants d'animé dans son canon. Canon, c'est une expression qui désigne un tout, cohérent et solide autour duquel la fiction s'articule. Ici, le canon, c'est l'histoire et l'académie, et le poncif, c'est que la nudité, ça rend fort. C'est vieux comme les chevaliers du Zodiac, mais ça a le mérite d'avoir du style ici. Et double effet qui se coule, ça donne des plans un peu affriolants pour vous et moi, jeunes adultes, à la fois légitimes et grandioses. Plus sérieusement, Kill la Kill est tout ce qui caractérise Trigger le mieux. Une intensité exponentielle, de chouettes moments de bravoure, mais surtout une créativité énorme. Je pourrais faire une vidéo de 10 minutes sur chaque épisode, mais ce serait vraiment très chiant. Concrètement, les animateurs ont bien fait leur job en Sakuga, qui est un mot qui désigne par facilité sans doute les passages bien animés, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Il y a 1 milliard de scènes bien animées à décomposer dans à peu de choses près tous les épisodes, pas de soucis. Et si vous prenez la peine de le regarder après cette vidéo, intéressez-vous aux perspectives et plus largement à la composition de ces scènes. Mais moi, sire un peu grincheux que je suis, je tenais à vous parler des autres scènes. Parce que dans le modèle moderne de l'animé qu'on consomme tous les jours, vous et moi, il y a ces jolies scènes où tout va bien, tout est très fluide, où la caméra tourne et les personnages bougent parce qu'ils ont une raison de le faire ou pas. Mais il y a surtout les autres scènes, dans lesquelles il ne se passe pas grand chose, où les personnages sont statiques parce que rien ne justifie le mouvement. Chant, contre-chant, chant, contre-chant. Mais dans Kill la Kill, c'est pas la même chose. Il se passe toujours un truc à l'écran. Le travail derrière ces scènes est souvent impressionnant, parce que bon, déjà les décors sont très souvent jolis, mais surtout on assiste à toute une démonstration de procédés très fun, à la fois pour nous et pour celui qui l'a animé. Les personnages changent en vrac de taille, d'échelle, parfois même des kanji s'affichent à l'écran, et parfois même le 4e mur est brisé. C'est une expression extrêmement connue, mais au cas où, le 4e mur désigne au théâtre celui qui sépare la scène du public. La manière la plus évidente de le faire, c'est de faire communiquer un personnage avec le public de manière directe, comme dans Sonic Boom par exemple. Qui est hilarant, légitimement hilarant. Mais ne serait-ce qu'avoir un personnage qui a conscience de sa condition de personnage, c'est déjà fou à mettre en scène dans un animé. Dans Kill la Kill, on a Nui.
Chaque scène où elle apparaît pour troller Ryuko, ou n'importe quel protagoniste, est formidable. Dans cette scène dans laquelle elle perd ses bras par exemple, l'effet utilisé est ultra cheap dans le fond, mais profondément drôle, parce que la scène se veut drôle. Ça me permet de vous parler d'une certaine catégorie de personnes que je ne comprends plus. Ces fameuses personnes qui émettent un jugement définitif sur un animé après en avoir isolé un élément, souvent un seul effet ou pire encore une seule frame. Pour la frame, c'est idiot dans la mesure où l'animation c'est un ensemble de frames. C'est aussi étrange que de dire que la qualité d'une vidéo serait mauvaise sous prétexte que sur une frame la personne filmée fait une grimace. Pour la conclusion, à partir d'un effet qui pourrait paraître cheap, c'était juste dommage, parce qu'un effet dans l'animation c'est une question de contexte plus que de rendu final. La véritable question c'est quelle impression on veut donner à celui qui regarde. Là, le but est comique, le procédé comique est donc de sortie, et par conséquent, l'objectif est rempli. Et le plus triste dans cette histoire, c'est que, à sa sortie, l'animé a subi ce que je vais intituler pour les prochaines émissions, le triste cycle du snobisme forcé. Une personne A voit l'animé, une scène ou deux lui semble un peu cheap, alors qu'elles ne le sont pas plus que ça. A, qui n'est pas très instruit, en déduit que ces scènes ont été faites sous la contrainte, et dans la foulée émet des hypothèses sur le budget qu'elle ne prend pas la peine de vérifier. A contamine par la suite deux autres personnes, B et C, qui, dans le meilleur des cas, iront regarder avec une vision un peu biaisée du truc. Ces personnes contamineront D, E, F et G, et ainsi de suite. Alors que le cheap, au-delà d'être moche, ça peut se cultiver. On peut lui donner du sens, c'est une esthétique. Et préparez-vous parce que de vous à moi, ça va être la principale esthétique de cette émission à l'avenir. Ninja Slayer from the Animation est une suite d'ONA, Original Net Animation. C'est comme un animé, mais prévu pour internet. C'est un animé qui ne plaira pas à tout le monde, déjà parce qu'en substance c'est une adaptation de bêtises nanardesques, et qu'ensuite on a bel et bien affaire ici à un ovni visuel. Ninja Slayer from the Animation, c'est l'esthétique du cheap à son paroxysme. L'animation, encore une fois, et bon sang ça devient un running gag, ça sert une fonction. Si l'histoire est un fouillis cheap, c'est normal que l'animation soit pareille. C'est un véritable catalogue de techniques qui coûtent pas cher et de plus ou moins bon goût. On retrouve Akira Amemiya à la réalisation, Hiroyuki Imaishi au chara-design, et encore une fois tout un tas de gens de Kill la Kill et de Gurren Lagann. Très familial comme studio. Très bruyant aussi, selon les dires de Sushio, un grand nom de l'animation. Dans cet animé, tout vous sautera au visage. Ces modèles qui sont répétés et déplacés, mais pas animés, les sauts du Sakuga au reste, les gifs d'explosion qui tranchent avec le côté animé, et un milliard de petits trucs auxquels je vous conseille quand même de jeter un œil pour la forme. Mais encore une fois, c'est un tout. Mis à côté du scénario et de la manière de le raconter, c'est cohérent. Je ne peux pas spécialement vous le recommander tel quel, parce qu'à moins d'être passionné par l'animation et / ou les séries Z, ça vous parlera pas. Mais si vous faites encore partie des quelques personnes encore debout et intéressées par une petite expérience visuelle sympa, allez-y. Et profitez-en pour regarder Inferno Cop. C'est dans le même délire et c'est tout aussi fou. Tout aussi fou, mais beaucoup moins cheap, Little Witch Academia a été sur ces dernières années 2 solides OAV, une solide série. Cette licence était la Sainte Croix de Yo Yoshinari, et bon sang qu'il y en a des trucs à dire. J'ai brièvement parlé de lui tout à l'heure, mais quand on pense Trigger, on pense directement Hiroyuki Imaishi, en premier, mais lui il serait sans doute deuxième. Et l'histoire de Yo Yoshinari en elle-même est digne d'un animé. Le grand frère de notre bon Yoko regardait des cartoons et se disait que ce serait vachement bien d'en vivre. Alors tout naturellement, il s'est plongé dans sa passion, en emportant traditionnellement son petit frère avec lui. Les années sont passées, mais la passion, elle, est restée. Nous voilà alors dans les années 90, et notre bon Yo est chez Gainax après un passage en coup de vent chez Madhouse, sur une sombre histoire de CV passé à la trappe. L'animation ces temps-ci, c'est vachement sympa, mais il manque un truc, se dit notre bon Yo. En cette période de changement, la magie de l'animation, si chère à son cœur, s'essouffle. Notre bon Yo, ne souhaitant pas se laisser couler, est allé loin de chez lui chercher quelque chose de plus fou, quelque chose de plus rigolo. Un petit quelque chose qui n'a fait que devenir plus fou et rigolo quand il s'est mis à le travailler avec Hiroyuki Imaishi, mais aussi avec ce bon Kazuya Tsurumaki. Quoi qu'on puisse penser du comportement d'Hideaki Anno et d'Evangelion. Avance rapide de quelques années et notre bon Yo anime de très jolies choses qui n'appartiennent qu'à lui. Mieux encore, il fait travailler son grand frère, qui lui aussi vaudrait la peine que je parle de lui, mais ce serait trop long. Et Little Witch Academia, c'est précisément ça. C'est des designs de personnages simples qui permettent tout un tas d'animations super sympas. C'est un travail sur le mouvement de la part de notre bon Yo Yoshinari, construit sur beaucoup de talent et un océan d'influence et d'expérience. C'est pas aussi fou que Kill la Kill, ni dans le fond ni dans la forme, c'est moins n'importe quoi que Ninja Slayer, et c'est peut-être mieux comme ça.
Autre animé, autre histoire, et ce dont on va parler cette fois-ci, éventuellement, c'est du procédé de production de l'œuvre. Parce que oui, l'animation c'est un ensemble de joyeux employés, et même avec la meilleure des volontés, ça coûte des sous. Et à moins d'être un ponte à la Sunrise et d'avoir les moyens de vendre du merchandising à la Transpalette, c'est difficile de les réunir, les sous. En 2013, c'est grâce au programme gouvernemental Animé Mirai que Trigger les a eus, les sous. Par la suite, ça a été un tout petit peu plus compliqué. Mais armés de leur foi indéfectible, du très bon accueil du premier OAV, d'une équipe ultra solide, la décision a été prise de compter sur le courage des fans et aussi sur leur argent, à travers un financement participatif. En un mois, ils ont donc récolté 600 000 $ sur les 150 000 demandés. C'est moins que noob, mais c'est déjà pas mal, 600 000 $. La suite, vous la connaissez peut-être déjà. La licence s'est faite rentable à force de contrats et de merchandising. Lulucos termine, les animateurs ont les mains libres et en avant Guingamp pour un animé de quelques 26 épisodes qui en valaient la peine. Et pour la route, avant qu'on ne se quitte, j'aimerais vous parler d'un petit quelque chose qui est très personnel et dans lequel Hiroyuki Imaishi a été impliqué. Un petit quelque chose qui nous vient d'un pays dans lequel on mange trop gras, trop sucré et trop salé, et dans lequel on n'écrit pas en runes que je peux pas lire. C'est au bon Hiroyuki Imaishi que nous devons le storyboard du générique de OK Kaio, un dessin animé de Cartoon Network produit par Ian Jones Quartet, empli de toutes plein de bons sentiments et de magie des années 90, de ses références à son habillage. Un générique, c'est la vitrine graphique de ce qui va le suivre. Un générique, ça se doit d'agripper le spectateur, ça vous doit d'être digne de son contenu. Et là, c'est plutôt réussi. Alors, quelque chose m'échappe un petit peu dans le rythme, je trouve que c'est assez étrange de commencer sur des explosions pour finir sur un plan plus long, mais les plans et les choix de couleurs sont plus que bons. On retrouve comme dans Kill la Kill des plans qui jouent avec la perspective et qui permettent de donner aux poses des personnages plus d'impact et de dynamisme. C'est toujours moins marquant que leur nom en lettres néon, mais c'est quand même déjà pas mal. C'est 20 petites secondes pleines d'explosions, et ça remplit parfaitement son job. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi pour cette fois-ci. J'espère que ça vous aura plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Partagez la vidéo aussi, ça me ferait très très plaisir. Puis suivez-moi sur Twitter, pourquoi pas. On se retrouvera une autre fois pour parler d'autres choses animées. Bisous tout doux.